Voilà, c'est parti. Ah voilà, Donc, donc on clique en disant qu'on a compris. ah oui, il vous demande votre accord? Ah bah c'est bien. Ah bah Attends, ouais. la RGPD, faut pas déconner maintenant. Bon, ok. Donc passons, on est 24 mai, on attaque. Donc le programme, comment on l'a défini? Eh ben, les matériaux biosourcés, c'est bien, mais on va reposer très rapidement une définition et généralité de ce que sont les matériaux biosourcés et géosourcés, parce que c'est un peu la même famille. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve face à une montée en puissance de matériaux qui sont là depuis, j'ai pas envie de dire des temps ancestraux, mais presque en fait, on y revient. Ensuite, on vous présentera un focus sur la Terre, au sens large, un peu de toutes les méthodes qui se font avec la Terre et les utilisations sous-jacentes, ainsi que sur l'isolation, qui sont quand même deux grandes familles. Et l'idée, c'est pour être aussi un focus, un peu d'un élément un peu donné, parce que vous voyez, si on attaque tous ces trois lieux, qu'on pourrait passer ne serait-ce que plusieurs visios sur une technique de la Terre, et c'est pas forcément l'objet ici, c'est vraiment vous donner un ensemble de panels, d'éléments, de solutions qui derrière, bien entendu, on peut creuser via des indicateurs que je vous donnerai ou en discuter avec plaisir. Enfin, il y a plein de moyens de se renseigner maintenant. Beaucoup d'acteurs s'y mettent avec plein d'entrain, donc c'est cool. Et donc les cas pratiques, merci à Mélanie d'avoir préparé quelque chose sur le bois. Vous avez entendu qu'il y a une bonne expertise là-dedans, donc ça nous permettra de rentrer un peu sur le cas pratique de la construction bois. Ok? On est parti? Je prends ça pour des oui, hein, vous m'arrêtez. L'idée, c'est qu'on fasse ça un peu sympa. Si vous avez des questions, des éléments, vous les mettez en direct dans le chat ou dans tous les cas, on prévoit un temps de questions à la fin. Moi, je vais me limiter à 20 minutes pour qu'à 19 heures, je laisse la place. Donc voilà, on y va. Donc, les matériaux biosourcés, quels sont-ils? Un matériau biosourcé, c'est quelque chose qui est issu de la manière organique renouvelable, donc la biomasse d'origine végétale ou animale. Donc, ça fait beaucoup de choses. Généralement, on met là-dedans tout ce qui est agriculture. Donc, on parlait de paille, on parlait de chanvre, les matériaux de bois en fond, bois avec tous ses dérivés. On peut aussi voir dans les biosourcés un pourcentage ou non de matière biosourcée. Donc, ça, c'est des questions aussi qu'on peut se poser. Et pas oublier le voisin, enfin le voisin, je l'appelle ainsi, mais tout ce qui est matériaux géosourcés, parce que la terre crue aujourd'hui est une filiale en plein développement, en plein boom, avec des vraies applications qui deviennent de plus en plus populaires, même si Julien, tu l'as très bien souligné, c'est des choses qui évoluent beaucoup, surtout au niveau de la terre, hein. C'est une filiale qui est vraiment en pleine structuration, c'est intéressant. Donc, c'est bien sympa d'en parler, mais pourquoi est-ce qu'on vient en parler? Le nom du groupe donne un peu l'idée, hein. L'éco-construction. Pourquoi l'éco-construction? C'est qu'aujourd'hui, le secteur du bâtiment est un très mauvais élève. Alors sans revenir sur la transition écologique en général, on est des ingénieurs, on va se focaliser sur vraiment l'aspect, gaz à effet de serre, sachant qu'il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est biodiversité, impact, transport, enfin c'est beaucoup plus large que ça, mais si on veut raisonner en mathématiques simples, raisonnons en émissions de gaz à effet de serre, où le bâtiment, donc ça c'est des sources de l'année 2021, où le bâtiment était à 32 des émissions globales, de la France, donc c'est plutôt balèze. Donc on a beaucoup de choses à faire, on a plein de leviers à activer et donc on se retrouve vis-à-vis des problématiques actuelles à devoir trouver des solutions et les matériaux biosourcés ont tendance à s'imposer. Bienvenue aux nouvel arrivants. Excuse-moi, je fais vite fait un récap, donc voilà pour le programme. Définition, pourquoi on va parler en montée de puissance, on va faire un focus sur la terre isolation et un cas pratique pour la partie bois. Donc voilà, l'idée étant que tu puisses poser aussi des questions dans le chat s'il y en a, on regardera un espace questions à la fin. Le pourquoi du comment, je reviens pas forcément dessus. Très rapidement, petit élément à avoir, j'aime bien ce graphe central qui montre, en fonction des typologies de construction, hein, du bureau, de l'enseignement, du collectif, de l'individuel, l'équivalent, hein, l'équivalent encore une fois, émis pour la construction au mètre carré. Et en fait, on s'aperçoit que ça varie très grandement. Si je prends un habitat individuel, ça peut varier du 600 au 1300. Donc c'est du kit au double, voire même du kit au triple pour certaines catégories de construction. Et ça s'explique notamment par les matériaux, par la performance énergétique. Bonjour aux gens qui arrivent. On fait une introduction d'abord sur les matériaux sourcés, les pourquoi, la définition, les arcadés, et après on va rentrer dans les choses un peu plus concrètes. Et je vais pas forcément répéter à chaque fois, excusez-moi. Mais n'hésitez pas à poser des questions, qu'on y revienne s'il y a des oublis. Hem, un chiffre à retenir très simple, hein, c'est un mètre, pour donner des chiffres parce qu'on aime bien ça, un mètre carré construit, environ 1,1 tonnes d'équivalent CO2. On calcule ça à chaque fois pendant des cycles de vie qui sont ramenés à 50 ans parce qu'on considère que des bâtiments peuvent être utilisés 50 ans, même si c'est bien d'aller sur des techniques qui peuvent durer plus longtemps, hein, faut pas l'oublier. Et un autre graphe qui est assez sympa de se mettre en démarrage, c'est le fait que l'exploitation du bâtiment vaut aussi pour 40 de son, émission, encore une fois sur ce cycle de 50 ans. Donc quand on dépasse, la part d'exploitation devient de plus en plus grande. Donc on peut se poser aussi la question de l'intérêt d'aller vers
des bâtiments où on réduit totalement les besoins. On est capable de le faire avec pas mal de procédés, mais les besoins en énergie. Donc c'est aussi une autre, outre les matériaux biosourcés qui sont efficaces pour la partie construction, et ben, ils ont aussi des avantages pour limiter les émissions liées à la phase d'exploitation des bâtiments. Et c'est non négligeable, chose qu'on oublie un petit peu. OK, donc maintenant, je vous ai prévu ça va, j'ai un peu de temps. Je vous ai prévu une slide, seulement une parce que sinon j'en faisais 30 sur la Terre, pour vous parler un peu des différentes méthodologies qu'on a, les applications et comment ça fonctionne. Un peu difficile de trouver pas mal de chiffres, mais s'il y a un truc que j'ai trouvé sympa, c'est qu'en fait depuis 90, les nombres d'acteurs, donc quand je parle d'acteurs, ça peut faire du promoteur au bureau d'études, à l'artisan, c'est multiplié par 10 depuis les années 90, donc c'est plutôt encourageant et ça continue à beaucoup se développer. On a une association qui s'appelle ASTER, enfin on, pas nous, c'est l'association nationale apparemment qui regroupe les professionnels, qui met vraiment plein d'informations, dont des guides pratiques, pour ceux qui veulent beaucoup plus d'informations sur ce que je vais vous dire. Les guides pratiques qui sont établis, par des professionnels, par des organismes, par des bureaux de contrôle et qui viennent à donner, la définition d'un élément, comment il fonctionne, comment l'utiliser. Donc je ne vais pas les exposer ici, mais vous les retrouver au niveau de cette association et je vous recommande d'y faire un petit tour. Donc pour caler un peu le vocabulaire et les applications de chacun, le pisé, c'est une terre alors, ce qui différencie déjà la totalité de ces éléments, ça va être, les méthodologies mises en place qui vont dépendre du taux d'argile de la terre. Parce que quand on travaille la terre, il y a aussi une optique qui se dit: «Bah, on va travailler local, on va essayer de trouver un peu ce qu'on a sur place» et donc de s'orienter vers un procédé de construction qui correspond au, beaucoup au taux d'argile de la terre et aux matériaux qui sont environnants. Donc la pisé, c'est une terre humide dans laquelle on met pas de végétaux, et on l'assemble porteuse, hein. On le voit beaucoup, dans la région Rhône-Alpes, surtout quand on monte un peu vers l'Ain. On a beaucoup, même un peu vers le sud, mais il y a plus de cailloux. Il peut y avoir des cailloux dedans. Terre humide sans végétaux dans lequel on empile différentes couches, d'épaisseur très régulière et qu'on vient à chaque fois compiler, compacter pour obtenir du pisé plus ou moins dense. Donc ça, c'est la méthodologie du pisé et on peut entendre ne serait-ce que par ça qu'il y a plein de pisés différents. Il y en a qui vont avoir une granulométrie différente, il y en a qui vont être plus ou moins compactés, d'autres avec des couches plus ou moins épaisses. Et c'est aussi ce qui va faire varier la performance du pisé en termes d'énergétique structurelle. Donc c'est aussi très large. On faut admettre que dans ces méthodologies-là, on a plus de mal à venir caractériser un mur qu'on ne l'a lorsqu'on fait du béton avec un certain dosage, un certain fer au mètre carré. Enfin, c'est moins comment dire, industrialisable, même si on avance là-dessus. La bauge, qu'est-ce que c'est? La bauge, c'est de la terre à l'état plastique. Donc, l'état plastique de la terre, c'est la viscosité, hein. On va chercher à maintenir la terre dans un état visqueux, sur laquelle on va directement élever le mur. Donc pareil, c'est du porteur pour faire des élévations de murs auxquelles on peut rajouter ou non des fibres. Donc les fibres, on parlait tout à l'heure de chanvre, de paille, de tout ce qui peut, aller rajouter, des caractéristiques. Généralement, on met des additifs, fibres pour éviter qu'il y ait de la fissuration lorsqu'on fait sécher l'élément. Donc cette terre visqueuse, on vient l'empiler, par différentes méthodes, soit naturellement, soit par des blocs, soit par des boules et on laisse sécher et on fait ça par sous-couche à chaque fois. Les couches pouvant aller de 10 centimètres à 1 mètre, qui vont encore une fois dépendre de la capacité à la terre à être liée ou pas, dépendant elle-même de son taux d'argile. Je rentre pas trop dans les techniques, mais voilà, j'essaie de donner un petit peu les billes principales et après encore une fois, je reviens pour les derniers arrivés, Aester donne plein de guides pratiques techniques qui sont très intéressants à aller regarder. Le torchis, c'est du remplissage. Donc en fait, on a une structure existante, généralement soit bois, le principal, soit même des fois des fibres végétales, mais c'est une autre application et on vient, tout simplement faire un remplissage de terre avec des fibres sur un support existant. Donc terre pareil, maintenue dans un aspect viscosité, on rajoute la fibre pour empêcher la fissuration et c'est surtout pour servir dans ces cas-là, d'isolation, de correcteur thermique. D'accord? Heu, les panneaux, je vais y revenir. Non, je vais parler de la terre allégée qui n'est pas dans ces petits éléments, mais la terre allégée, c'est simplement le fait de prendre de la terre, c'est non porteur et d'y mettre de l'eau et donc plus des végétaux. Donc on obtient une terre qui peut s'utiliser dans plusieurs éléments, qui peut s'utiliser sous forme de panneaux. On remplit des panneaux de cette terre allégée qu'on fait sécher et qu'on vient apposer en surface de mur, donc pour isoler, pour faire des éléments, pour faire thermique. On peut avoir, la terre allégée qui devient du béton d'argile ou la terre coulée, où cette fois on la prend et on rajoute, du liant, principalement du ciment, en fait. On peut aussi aller sur la chose sur certaines technologies. On a aussi le remplissage, où pareil on est sur terre allégée, mais qu'on vient mettre en remplissage à l'intérieur de coffrage, intérieur ou extérieur, en plus de la structure. Voilà pour ces éléments-là. On a la technique des enduits aussi. Donc les enduits, on les utilise,
comme du mortier en fait, qui peuvent être utilisés soit pour de la façade, pour protéger l'élément. En intérieur aussi, on utilise beaucoup, la terre, alors associée de fibres végétales pour faire du contrôle d'hygrométrie, hein, qui ont des vraies vertus sur le confort, d'autant plus quand on a des problématiques de rénovation de bâtis anciens actuels, donc c'est des bonnes solutions et la terre projetée rejoint un peu cette méthodologie d'enduit qu'on a. Et enfin la brique, la brique, c'est de la terre crue auquel on vient mettre du liant et ce liant, principalement, c'est de l'argile. Donc en fait, quand je vais faire appel à ce genre de méthodologie, on essaie de se renseigner pour voir si la terre du site peut fonctionner. Le but n'est pas de faire venir la terre à l'autre bout du monde, mais si on a une terre très argileuse sur place, et ben ça peut être des modes constructifs qui peuvent s'étudier, qui peuvent être très bien. Voilà. Donc c'est, terre qu'on fabrique en brique, qu'on fait sécher, donc soit de manière industrielle, soit même de manière locale, pour faire les éléments. Voilà, j'espère que je vous ai donné une vue, encore une fois très concise, hein, mais des différentes, méthodologies. Encore une fois, je vous renvoie vraiment à Esther. Vous allez voir les guides pratiques et là, on rentre vraiment sur, de la caractérisation technique. Je vous ai pas assassiné avec tous ces tableaux-là, mais vraiment c'est de là, en tout cas, que je tire, l'ensemble des informations que je viens de vous présenter et synthétiser avec d'autres sites et d'artisans, mais, une bonne synthèse déjà. Heu, 51, ça va, je me dépêche. J'avais un autre sujet que je voulais aborder avec vous, qui était celui de la caractérisation des isolants. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les matériaux biosourcés, on les utilise énormément, dans l'isolation. On peut utiliser, le bois en forme de panneau ou en forme de fibre, qu'on peut utiliser pour de la toiture, qu'on peut utiliser sur l'élément, on peut utiliser la ouate de cellulose, sourcée ça marche quand même, hein, très bien. On peut utiliser tout ce qui est à base de chanvre, on peut utiliser la paille aussi. Le bois paille est un matériau constructif qui se développe beaucoup. C'est très bien, mais l'idée, c'est de se dire, pourquoi on en choisirait des matériaux biosourcés au lieu de matériaux synthétiques? Qu'est-ce que ça apporte? Comment je les caractérise et comment je fais mon choix? Et en fait, je vais simplement partir de ces questions, sont légitimes, mais plutôt, vous donner les outils qui permettent de caractériser l'isolant et vous aider à faire, du coup, cette prise de choix. Donc aujourd'hui, le lambda, c'est la conductivité thermique. Je pense qu'on enfin, comment dire? Ceux de la construction connaissent, ceux qui ne le sont pas, bah, voilà, vous allez connaître. On caractérise un isolant premièrement par sa résistance thermique. C'est comme ça qu'on va, comment dire? Qu'on va calculer, qu'on va vérifier sa compatibilité avec la norme. Je vais venir à la norme RE 2020 en construction neuve, mais même en rénovation. C'est cette valeur-là qui est prise exclusivement quand on fait le calcul des DPE. Typiquement, je prends un DPE d'un logement et ben, je vais regarder quelle est la résistance thermique d'un mur équivalent, pas l'autre chose. Aujourd'hui, c'est une information qu'on trouve partout. Donc, qui varie beaucoup entre, qui est lié à l'épaisseur en fait, hein. Plus je vais mettre de l'épaisseur, plus, donc je vais être résistant. Idem que ce soit synthétique ou isolant. Je vous ferai un comparatif rapidement après des différences entre synthétique et biosourcé sur la performance. Je vais mettre vos tranches là-bas. Le déphasage thermique. Déphasage thermique est une notion intéressante, un peu moins abordée, qui caractérise le temps que va mettre un front de chaleur à traverser le matériau d'une épaisseur donnée. Typiquement, il fait 30 degrés d'un côté, combien de temps va mettre ce 30 degrés à venir de l'autre côté de la paroi de l'isolant? C'est une donnée qui se calcule et qui est liée, on le voit un peu physiquement, à la densité et à la capacité thermique du matériau. Densité parce que plus le matériau est dense, plus ça va être difficile à trimballer et la capacité thermique forcément vient jouer là-dedans. Donc c'est les 2 principales grandeurs, d'autres viennent en jeu, mais c'est déjà pas mal. Cette valeur, elle est indirectement prise, non pas dans les DPE, mais dans la RE 2020 en neuf, où on a introduit une nouvelle notion qui est celle des degrés-heures d'inconfort. C'est-à-dire que la RE 2020 impose de faire des simulations en fonction des climats et de dire et de calculer, via la conception qui est mise, combien je vais avoir de degrés-heures d'inconfort, c'est-à-dire d'heures dans lesquelles je vais dépasser un seuil de température qui va être considéré comme de l'inconfort. Pas vous faire le détail du calcul, mais tout simplement pointer quand même une bonne chose, c'est que c'est une valeur maintenant qui est prise en compte depuis la RE 2020 dans le neuf et c'est pas mal. Parce que le déphasage thermique, c'est un vrai outil, pour lutter contre la canicule en fait, contre les chaleurs grandissantes, hein, que ce soit dans du collectif, que ce soit dans de l'individuel, que ce soit en rénovation. C'est vraiment une valeur qu'il faut réussir à s'approprier. Hem Ce qui m'amène, est-ce que j'ai mis effusivité et diffusivité? Tranquille, c'est bien l'effusivité. Elle caractérise la capacité du matériau à échanger plus ou moins facilement les calories. Et l'exemple le plus parlant est une sensation de froid en passant à proximité d'une pierre nue. Aujourd'hui, quand on parle de confort thermique, on a souvent en tête de se dire, faut qu'il y ait 25 degrés dans ma baraque. Et bah, le confort, c'est plutôt de se dire, même si on a 18,
c'est déjà pas mal, hein. 18, mais sans courant d'air et sans matériaux qui vont envoyer des gradients de température différents, il sentira beaucoup mieux que dans une température plus élevée, pour ceux qui apprécient tout du moins. Et mais disposant de courants d'air, de parois froides et chaudes qui vous envoient. Il y a vraiment une notion de confort à avoir qui vise à réfléchir comment les matériaux vont réfléchir les uns avec les autres. Comment nous, notre corps va rayonner, en fait, tout simplement, avec les typologies de matériaux qu'on met en place. Donc l'effusivité, c'est vraiment une grandeur qui vient caractériser cela. Un exemple assez parlant et marrant, c'était pour les châteaux à l'époque. Aujourd'hui, les châteaux, on aime bien les pierres nues, on voit tous ces éléments. Mais eux, ils habillaient les pierres et les endroits où ils vivaient d'énormes rideaux, justement pour venir casser l'effusivité qu'avaient ces pierres-là. Donc voilà, petite grandeur quand même, bien à avoir en tête ou tout du moins le principe. Et une autre qui est très importante quand on parle de matériaux biosourcés, c'est il manque un R là, pardon. C'est l'épaisseur de lame d'air équivalente, le SD, parce que les matériaux biosourcés n'aiment pas l'eau, hein. Les isolants, ils pourrissent, le puisé, il s'effondre. L'eau, c'est vraiment le grand ennemi quand on fait de la enfin ouais, même pour la terre d'ailleurs, hein. C'est l'ennemi à voir, donc il faut trouver un moyen de la réguler, de se débarrasser de cette vapeur d'eau. Outre les moyens palliatifs de la surventilation, mécanique, on a des choses, naturelles qui ont toujours été utilisées, qui peuvent se transposer. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette valeur? Elle dit que plus le SD d'un matériau est élevé, plus le matériau s'oppose au passage de la vapeur d'eau. D'accord? C'est sur ce principe-là qu'on se base quand on fait des freins vapeur ou des pare vapeur. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le SD soit dégressif de l'intérieur vers l'extérieur pour faciliter l'évacuation de l'humidité naturellement vers le mur extérieur. D'accord? Et on a du palliatif qui dit, bah, on surventile. Là, on rejoint un petit truc assez sympa, pour ceux qui font de la rénovation dans de l'ancien, typiquement les mâchefers, lyonnais ou même les pisés, on se dit: «Bah, je trouve juste une lame d'air, mon placo, mon isolant synthétique, une lame d'air ventilée et hop, ça marchera très bien» et ça, c'est dû justement parce qu'on vient pas respecter ces épaisseurs de lame d'air équivalentes, qu'on se retrouve avec une condensation située entre le matériau isolant et le mur naturel et donc il faut forcément ventiler cet élément-là. Voilà, donc ça fonctionne, mais c'est pas ouf alors qu'on pourrait, bah, recréer naturellement cette évacuation d'air extérieur. Voilà, les pisés ont tenu, très, très longtemps. On a même des bâtiments qu'on a réussi à faire s'effondrer parce qu'on a isolé totalement synthétiquement, oublié de mettre de la ventilation, surventilation intérieure pour pallier à ce défaut-là et on crée des désordres. Vous m'arrêtez, c'est vrai que moi je parle de ces sujets, enfin, assez facilement, je mets peut-être des notions, si vous êtes trop à l'aise, tant mieux, si vous voulez pas, faut pas hésiter à me le dire et puis voilà. Voilà pour les grandes, lignes des caractérisations des isolants que je voulais vous mettre en tête. Je vous ai pas mis de tableau comparatif, mais ce qu'il faut retenir, l'essentiel, c'est les isolants synthétiques seront et sont encore les plus performants en résistance thermique pour une épaisseur donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me focalise sur la résistance thermique comme le font les DPE et à moindre mesure les normes environnementales. Je prends la résistance thermique, je veux la maximiser, donc je vais vers des isolants synthétiques. Inversement, quand je cherche des éléments où j'ai moins de déphasage thermique, moins d'effusivité, et ben, les isolants biosourcés ont une performance bien plus forte. Mais par contre, et ben, c'est là qu'on y arrive, c'est ils prennent plus de place parce que pour la même résistance thermique, il faut que j'en mette du coup une épaisseur bien plus grande. À équivalent, par exemple, d'un synthétique à 14, pour de la paille, je crois qu'il faut aller sur 36 centimètres. Donc voilà, on prend de la place et quand on est dans un marché où on fonctionne en mètres carrés vendus habitables, sur de la promotion, par exemple, bah, c'est des vrais sujets, c'est des complexités. Donc il y a aussi une notion d'apprendre à valoriser, en fait, tous ces attraits des matériaux biosourcés et je pense personnellement, et je l'espère, que tous ces aléas climatiques qu'on a, les canicules qu'on se tape, surtout dans les villes, vont vraiment, aider, je pense, le grand public et nous avant tout, il faut, à prendre conscience de tous ces avantages, de cette transition. Même si on est sur des filières qui aujourd'hui se développent et ont besoin d'aide, je pense qu'on a, vraiment de quoi faire. Voilà, pour la partie, j'ai essayé de vous présenter un peu terre isolant et pour pas qu'on déborde plus, je vais laisser la main à Mélanie qui va pouvoir, bien vous parler de l'aspect bois, avec un aspect potentiellement un peu plus technique, mais c'était un peu le focus, du jour. Hein? Et merci Mélanie. Ben, OK, tu m'as laissé pas mal de temps, je vais partager mon écran. Hop, partager. Yes. Donc moi, je vais vous parler, plus précisément de la construction bois. C'est le domaine que je connais. Je vais commencer par vous parler un peu du marché de la construction bois, donc où on en est, quels sont les chiffres et nos objectifs.
On a les chiffres de 2020 en France qui représentent la part des constructions bois par rapport au marché total. On voit qu'on a déjà une part assez non négligeable. Donc, on est autour de 9% pour les maisons individuelles, 6,5% pour les logements collectifs, presque 11% pour les bâtiments tertiaires privés et publics, sachant que ça, c'est les chiffres de 2020, donc on doit être légèrement plus élevé que ça. La filière bois, c'est une filière qui est construite, ambitieuse et organisée. Il y a un plan ambition pour l'année 2030 qui a été mis en place. Ce sont 10 engagements qui sont faits pour accélérer la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments et également pour augmenter la part de marché en fait, de la construction bois en France. Pour l'instant, on a un objectif d'environ 20 à 30% d'ici 2030. Donc, suivant de quoi on parle, on va multiplier par 2, par 3, par 5 les parts de marché suivant le type de bâtiment. Donc, c'est assez ambitieux. Quand on parle aussi de la construction en bois, souvent on nous pose la question qu'est-ce que ça représente par rapport au bois, par rapport aux forêts. Là, on voit sur ce petit graphique à droite de Fibois que la construction bois en France, la forêt en France, c'est environ 742 000 mètres cubes qui sont prélevés chaque année. Ça représente 62% de l'accroissement naturel des forêts. Donc ça, c'est des chiffres français. Sachant qu'on importe aussi pas mal de bois de partout en Europe. Sur ces 742 000 mètres cubes, on a environ 50% qui sont autoconsommés, donc qui vont être utilisés comme bois de chauffage, 50% commercialisés, et dans ces 50%, on va voir qu'on a en fait 30% de bois d'œuvre. Donc ce qu'on appelle bois d'œuvre, c'est le bois qui va nous servir à la construction ou à l'ameublement. Je vous disais, la filière est ambitieuse pour but de se développer et elle est portée par pas mal de facteurs d'accélération actuellement. Donc la réglementation environnementale RE 2020, dont Julien vous a déjà un peu parlé, je vais y revenir juste après aussi. La filière bois, construction, bois, forêt est une filière qui est stratégique pour le gouvernement, donc c'est quand même une filière qui est portée aussi par pas mal de mesures. Il y a également tout l'environnement des labels des bâtiments qui sont mis en place, qui vont vraiment valoriser les bâtiments bois et les bâtiments biosourcés. Donc, je vous ai mis quelques exemples à côté. On a le bâtiment, le BBCA, c'est bâtiment bas carbone, avec une initiative liée à l'échelle européenne qui vient juste de se lancer, la LCB. On a un label également qui s'appelle le Plus c'est moins. Ou sinon, on a du BREEAM ou du HQE qui sont peut-être un peu plus connus. Actuellement aussi, on a quand même l'impulsion des JO de 2024. Il y a un collectif qui s'est lancé qui s'appelle France Bois 2024, une initiative qui a pour but de vraiment organiser la filière, la développer, identifier les freins, notamment les freins réglementaires qu'il pourrait y avoir sur la construction bois pour essayer de les lever et favoriser l'innovation. Donc, ça va nous permettre de bien se développer. Là, l'image qu'on voit, c'est l'image du village olympique qui est actuellement en construction sur l'île de Saint-Denis. Le village olympique, c'est environ 50% de construction bois, dont 50% de bois français. Actuellement aussi, on voit vraiment une généralisation des stratégies bas carbone des géants de l'immobilier, donc qui poussent à massifier la construction bois en France. Je vous ai mis les logos de 2 promoteurs qui se sont développés il y a quelques années, WO2 et Woodeum. Maintenant, c'est 2 promoteurs séparés. WO2, c'est pour les bâtiments de bureaux, Woodeum, c'est pour les bâtiments d'habitation. Mais ils se sont vraiment imposés ces derniers temps comme des majeurs de l'immobilier bois en France. Ils construisent uniquement en bois, des bâtiments BBCA à 100%. Et ils se revendiquent comme, en tout cas WO2, comme les principaux constructeurs de bureaux en France. Donc, on voit vraiment qu'on a cette stratégie de géant immobilier d'investir dans le bois. Wewood, c'est la filiale de Bouygues pour le bois. Bouygues, pareil, a un objectif, je crois, de 30% de projets en bois d'ici 2030. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une phase d'accélération de la construction bois en France. Je refais un petit point sur la RE 2020 parce que ça, c'est quelque chose qui a vraiment dynamisé aussi la construction bois. Je ne suis pas spécialiste de la RE 2020, donc je vais parler que de ce que je connais
Et juste avoir quelques petits chiffres en tête qui nous montrent pourquoi le bâtiment bois est un levier majeur pour la RE 2020. On voit là, il y a un petit récap des indicateurs que prône la RE 2020, donc des indicateurs d'énergie, de carbone, de confort d'été dont Julien a parlé avec le degré heure. Moi, je vais faire un focus plus sur l'essai construction, parce que c'est sur cet indicateur-là qu'on va avoir de l'impact en fait avec les structures biosourcées, donc les structures bois. L'essai construction, c'est l'impact carbone des matériaux et des équipements et également en phase chantier. On voit que l'essai construction, juste à droite, avec l'exemple des logements collectifs, il est défini pour plusieurs seuils sur les prochaines années. Actuellement, on est à 740 kg de CO2 équivalent par mètre carré de surface utile, mais il y a ambition pour 2030 de le diminuer d'un tiers. Donc ça va vraiment motiver et même imposer l'utilisation de biosourcés dans les bâtiments dans les prochaines années. Parce qu'avec les études qui ont été réalisées, on voit que pour les seuils de 2028-2031, c'est quasiment impossible avec les valeurs qu'on a actuellement de réaliser des bâtiments sans bois. Je continue juste pour un petit récap de cette RE 2020, ce que ça représente et pourquoi c'est important de décarboner la structure des bâtiments. Parce qu'on voit que les produits de construction et les équipements sur une construction neuve, ça représente 64% quand même de l'impact carbone. Donc c'est vraiment un poste majeur de production de carbone dans le cycle de vie de nos bâtiments. Et quand on a la décomposition un peu en lot, on voit que les infras, les fondations, ça représente 10%, la superstructure, 21% des émissions carbone, les façades, environ 9%. Donc c'est sur ces trois lots qu'on va réussir, en utilisant des matières biosourcées, notamment le bois, en structure et en façade, à vraiment diminuer l'impact carbone des bâtiments. On a une petite étude aussi sur le côté comparatif de bâtiments. En fait, c'est une comparaison par rapport à des bâtiments tout béton sur qu'est-ce que ça fait de mettre du bois, donc les réductions de l'IC construction qu'on arrive à avoir. On voit quand on est en gros œuvre, c'est-à-dire uniquement en structure bois, on diminue entre -9 et -13% suivant le type de bâtiment. Quand on met du tout bois, donc en comprenant toute l'enveloppe du bâtiment avec la façade, on arrive à diminuer jusqu'à environ -20%. Donc on voit que c'est extrêmement important d'utiliser des matériaux biosourcés dans la structure du bâtiment, mais que ça ne va pas être suffisant pour atteindre les -33% qu'on avait vus juste avant pour 2030. Donc il va aussi falloir qu'on pense à faire des bâtiments sobres, à une conception sobre et impacter tous les lots. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi utiliser du bois dans les bâtiments, on va un peu plus aller dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire construire en bois. Construire en bois, donc moi je voulais vous parler vraiment de la structure bois et aussi des façades ossature bois. Donc la structure bois, dans un bâtiment, ça va être les murs, ça va être les planchers, ça va être le poteau-poutre, avec différents types de matériaux. Donc je vais en reparler juste après, je vais détailler, mais avec du CLT, avec du LVL, avec du lamellé collé. C'est les principaux types de produits qu'on utilise actuellement pour les grosses constructions en bois. Et il ne faut pas oublier donc, tout ce qui est MOB et FOB, donc les murs à ossature bois, les façades à ossature bois. Là, c'est plus des structures légères qui peuvent être porteuses jusqu'à environ 2-3 étages, mais sinon qui vont être porteuses en façade, en enveloppe du bâtiment. Où là, on a des montants en bois et des traverses et différents types de couches, et c'est isolé entre les montants en bois. Donc là, je vais vous présenter les principaux produits qu'on utilise généralement maintenant dans les gros bâtiments en bois, mais je ne parle forcément pas de tout. Il ne faut pas oublier le mix bois-béton que je ne vais pas forcément présenter, mais qui est quand même pas mal utilisé et qui a aussi des avantages. Le mix bois-béton, c'est généralement des solives en bois qui sont connectés à des dalles béton. Et on a d'autres types suivant les bâtiments. On peut avoir également des planchers traditionnels, des renforcements et des charpentes traditionnelles ou industrielles. Je reviens un peu sur les trois types de produits bois qu'on utilise généralement. Donc, je vais aller assez vite, mais c'est pour avoir un peu les choses en tête pour les personnes qui ne connaissent pas la construction bois.
On va parler du CLT, du lamellé-collé et du LVL. Ces 3 méthodes en fait de production d'éléments bois différentes. Je commence par le CLT. Le CLT, ça veut dire Cross Laminated Timber. C'est ce qui est massivement utilisé actuellement dans les grosses constructions parce que c'est un matériau performant qui se pose très facilement, très rapidement et qui est produit de manière industrielle. Donc, c'est des planches de bois qui font environ entre 20 et 40 mm d'épaisseur, qui sont collées les unes aux autres et qui sont collées en sens croisé d'une planche à l'autre. C'est pour ça qu'on dit Cross Laminated Timber. On arrive à avoir des panneaux entre 3 et 7 plis à peu près. Et en production industrielle, on est environ à 3 mètres de largeur pour une longueur de 16 mètres. Donc, c'est bien la longueur de production et pas la longueur de portée. Avec ces panneaux-là, on fait des planchers. On a aussi des caissons, des planchers nervurés ou alors des murs. Le lamellé-collé, c'est peut-être ce qui est le plus classique, le plus courant, le plus connu jusqu'à présent, le plus traditionnel. On a des planches de bois de 40 mm d'épaisseur généralement qui sont collées les unes entre elles. Et là, on a une poutre qui n'est pas encore rabotée, mais comme ça, on voit bien les différentes couches. Elles sont collées toutes dans le même sens et généralement, c'est utilisé pour faire des éléments de poutre ou de poteau. Et enfin, je vais parler du LVL. Le LVL, c'est Laminated Veneer Timber. C'est un peu moins utilisé en France. C'est produit principalement dans les pays nordiques, mais ça commence à arriver pas mal sur le marché français aussi. Le LVL, c'est une technique de production un peu différente. En fait, c'est des couches de bois qui sont déroulées, c'est-à-dire qu'on prend un tronc de bois qu'on va découper un peu comme un taille-crayon, qu'on va dérouler. Ça nous fait des couches d'environ 3 mm d'épaisseur qui sont recollées. Et ça, pareil, on peut en faire soit des planchers, généralement avec des caissons, soit des éléments de poteau-poutre. Maintenant que je vous ai présenté un peu les techniques de production qu'on a, je vais en profiter pour vous présenter 2 projets sur lesquels j'ai travaillé et qui sont assez représentatifs, marquants en tout cas pour la construction bois actuellement. Le premier, c'est l'Arboretum. L'Arboretum, c'est un énorme complexe de bureaux qui est en ce moment en construction à Nanterre. Le maître d'ouvrage, c'est WO2, donc c'est l'un des majeurs immobiliers de bureaux. C'est un énorme projet de 5 bâtiments. Ça représente 20 000 m3 de CLT, 125 000 m2 de plancher. Mon entreprise a livré 480 camions sur un an. Donc c'est des chiffres, mais ça permet de voir la massivité du projet. Mais ce projet est intéressant parce qu'il est vraiment marquant pour la construction bois actuellement en France et même en Europe, parce qu'il est très exigeant d'un point de vue carbone. On voit qu'il a été très sobre en conception et il est vraiment massif et entièrement en bois. Et je dis entièrement en bois, donc on a quand même des noyaux de stabilisation en béton. Ces noyaux, ils représentent les circulations verticales et les blocs sanitaires. Et tout autour, on a une structure poteau-poutre en bois. Donc sur la structure, on a du poteau-poutre lamellé-collé, de part et d'autre, de partout en dehors des noyaux béton, avec des planchers en CLT et des façades en ossature bois. Donc on est vraiment sur des bâtiments qui sont quasiment tout en bois. Pour avoir un peu des ordres d'idée de dimension, là on voit on a 2 portées de 7 mètres et une portée centrale de 4 mètres. Donc ça fait une épaisseur de bâtiment d'environ 18 mètres. Donc ça va être des bâtiments qui vont être qualitatifs parce qu'il va y avoir pas mal de zones de premier jour. Ils sont peu épais. Je reviens là-dessus. Là, on voit l'intérieur du bâtiment. Je trouve que la photo à droite, elle est assez marquante parce qu'on voit la qualité quand même qu'il va y avoir sur les espaces intérieurs. On a des poutres qui sont retroussées, donc on n'a pas de retombées de poutres à l'intérieur du bâtiment, avec des poutres qui sont entièrement en bois. Les poteaux aussi, les poteaux vont rester visibles en bois, et également les plafonds vont rester visibles sur les zones de premier jour. Il va y avoir un faux plafond juste sur la bande centrale pour cacher les circulations, et pas les circulations,
tous les tuyaux et ouais, les circulations de fluides et tout ça. À gauche, on voit la pose des façades. On voit également des éléments de contreventement en bout de bâtiment qui ont été parfois nécessaires pour résister au déplacement horizontal. Et ce que je vous disais, c'est que ces bâtiments-là, ils sont vraiment exigeants d'un point de vue carbone. Ils ont eu plusieurs labels, donc des BCA, BREEAM, HQ excellent, et un label plus C- qui correspond à un E2C2. Le deuxième projet que je vais vous présenter, ça va être le projet Albizia. Celui-ci, il est à Lyon. Il est à la confluence juste à côté de l'hôtel de région. On le voit sur la photo en bas. Le maître d'ouvrage, c'est Oudéum. Donc ça, c'est un complexe de logements. C'est plusieurs petits bâtiments, petits bâtiments entre 6-8 étages de logements, plus une tour en bois également de 16 niveaux. On a des grosses quantités également de CLT, 114 logements, environ 15 000 m². Je vais vous parler plus de la tour, parce que c'est vrai que c'est quand même encore assez rare de monter à ces hauteurs en bois en France. Le système constructif, il y a un noyau en béton également central. Il y a des planchers en CLT. Il y a des poteaux-poutres en façade porteur. Et il y a également des murs CLT qui reprennent en fait la façade qui, elle, va être en BFUP. Donc, on va y avoir du BFUP accroché sur les murs CLT en façade. Ça, ce sont les photos des plus petits bâtiments de bureaux qui sont à côté. Donc ça, c'est plus une conception assez classique avec du poteau-poutre bois lamellé collé, des planchers CLT. On voit également quelques poutres en acier là, qui sont floquées. Et on a des façades à ossature bois ou alors des façades en mur CLT, ça dépend des bâtiments. Là, on a la photo de la tour. Donc ça, c'est quand elle était en construction. Ça, c'était en octobre de l'année dernière. Donc depuis, elle est quasiment finie, mais on voit bien le noyau béton qui a été monté. Et on voit les murs. Les murs ont été entièrement préfaits, on va le voir juste après. Donc, qui arrivent déjà avec le parapluie posé et qui attendent plus que la façade en BFUP. On voit à l'intérieur les planchers CLT, les murs CLT et pas mal d'éléments de connexion pour ces façades assez complexes. Il y a un ATEX qui a été développé pour ces façades. Là, on voit la pose des planchers CLT. Au dernier niveau quand j'y étais, également les éléments préfabriqués de façade qui arrivent sur chantier. Donc préfa, on voit, on a la menuiserie, le précad qui est déjà posé, installé quand il arrive. Je vais conclure sur un peu les enjeux qu'on a quand on fait un chantier bois. C'est plus des pistes de discussion peut-être pour après ou des pistes d'ouverture, des choses qu'on pourra rediscuter par la suite. Je commence par la structure parce qu'actuellement, on sait faire quand même plein de choses en bois. Ce n'est pas vraiment un enjeu limitant, mais ça reste quand même des structures auxquelles il faut accorder de l'importance parce qu'on a quand même des problématiques spécifiques au bois. Donc, il faut avoir une équipe qui s'y connaît dans le bois pour construire. Un des enjeux également, c'est les cadres réglementaires. On a encore quelques freins pour la construction bois en France, même s'il y a plein de choses qui se développent. Il y a des DTU qui sont en cours de rédaction. Il y a plein de cahiers techniques qui sont écrits et qui se développent. Mais par exemple, dans l'Eurocode 5, qui est actuellement quand même très, très limité par rapport aux autres Eurocodes, donc l'Eurocode bois, il est en cours de rédaction et il sera revu pour 2025 avec la plupart des Eurocodes. Et là, il va y avoir vraiment énormément plus de réglementation pour l'ensemble de la construction bois. Les dernières problématiques, c'est, je pense, celles qui sont assez classiques pour quand on pense à la construction bois, c'est la sécurité incendie, bien sûr. C'est un des sujets principaux actuellement. Il y a des nouvelles réglementations qui sont en train de sortir, donc c'est un des sujets majeurs pour la construction bois et un des enjeux pour les prochaines années. La gestion de l'humidité. La gestion de l'humidité est très importante sur le chantier aussi. Il faut bien protéger le bois, il faut que ça soit bien fait sur le chantier
et il faut qu'on ait du contrôle régulier pour être sûr qu'il n'y ait pas de désordre, que ça soit du retrait, gonflement ou même des problématiques plus importantes si les bois ont absorbé trop d'humidité. Et l'acoustique également, c'est quand même un enjeu important dans la construction bois. Il faut que ça soit bien conçu dès le départ. Voilà, je pense que j'ai fini ma présentation. Je pense dans les temps, on a pas mal de temps pour les questions. Cool. Ouais, exactement. Bah écoute, j'ai parlé un peu vite aussi, mais c'est pas plus mal. Hem, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions spécifiques au bois, spécifiques au sujet d'avant? Est-ce que ça a été clair aussi pour vous, ce qu'on a abordé? L'idée, c'était vraiment d'avoir une partie, vous l'avez vu, plutôt large sur des concepts, des éléments et un focus vraiment plus bois pour apporter de la question technique. Donc, aussi même sur le format, vos retours sont intéressants, même si c'est pas une question, mais un retour sur le format, la compréhension des éléments, c'est toujours bonne chose à faire pour, bah, toujours essayer d'améliorer un petit peu les prochaines. Donc, Mmh. voilà. Est-ce qu'on en a qui veulent, se lancer? Oui, j'ai une question globale sur du coup, sur la terre et sur le reste. Au Mmh. niveau impact économique, Oui. ça donne quoi sur, les bâtiments? Alors, ça dépend de la typologie de bâtiment. Pour te parler de ceux que je connais qui sont, essentiellement de la rénovation et de la baraque, on est quand même si on prend un équivalent et qu'on fait le maximum en biosourcé, donc tant sur la structure qu'on passe en bois, tant sur l'isolation et les terres, on est quand même sur une plus-value qui va de 20 à 30. Donc on paye plus cher aujourd'hui, l'utilisation de ce type de matériaux-là. D'accord. Et sur les bâtiments en bois, pareil? Sur ce que tu viens de nous présenter, excuse-moi. Oui, pareil, c'est sûr qu'il y a un surcoût suivant le type de projet. Euh, je dirais pas de chiffre parce que c'est vraiment variable suivant la conception aussi. Après, je pense que c'est de plus en plus accepté et puis on va pas trop avoir le choix d'aller faire ce type de solution. Et au niveau de l'entretien après? De l'entretien des structures bois? Oui, est-ce que du coup, enfin, bon, c'est que quand il y a des bardages et tout ça, ils sont censés vieillir quand même un petit peu plus facilement. Mmh. Alors, ben, c'est vrai que moi je vous ai parlé principalement de la structure donc qui est protégée à l'intérieur, donc là on n'a pas spécialement d'entretien si on a une bonne gestion sur le chantier aussi, qu'on est sûr qu'on n'a pas eu de cas d'humidité sur le chantier. C'est pas très développé encore de faire des gros bâtiments avec du bois visible en façade. On a de l'ossature bois, mais qui va être protégée généralement par d'autres types de matériaux, parce que c'est vrai qu'on a quand même plus de problèmes de pérennité, en tout cas pour ce type de gros bâtiments. D'accord, Après, il y a merci. un élément intéressant sur ces façades, c'est que si on utilise le bois à un feu esthétique, ça reste quelque chose de vivant qui va subir le soleil, avoir des fibres qui vont se contracter, subir l'humidité extérieure et donc avoir des fibres qui vont bouger. Donc oui, les teintes, les esthétiques, ces choses-là Mmh. peuvent potentiellement donner un peu de cheveux à s'arracher aux architectes des bâtiments de France, peut-être. Mais ouais, c'est une réalité aussi. Et sur l'autre point, rapidement, sur les prix, alors j'ai plus le nom de l'architecte en question qui avait fait une conférence sur ce sujet qui était assez passionnante, mais qui était aujourd'hui, on a un système industrialisé qui est basé sur de la construction dite conventionnelle et que de réorienter justement, les volumes vers ces typologies de construction-là vont aussi pouvoir contribuer à, bah, tout du moins équilibrer aujourd'hui ces surcoûts. Donc aujourd'hui, on est freiné par ce surcoût, mais c'est aussi son argument était de dire, bah, plus on va y aller à cause des autres avantages que cela amène, écologiquement ou confort, plus on va justement diminuer et se séparer de ce, comment dire, de ce sévice des coûts. D'accord. Mmh. De toute façon, les autres matériaux vont devoir faire des efforts aussi, donc Ah bah, un peu tout, oui. Mmh mh. Ouais. merci. Moi, j'ai une question aussi. Bon, c'est assez technique, mais c'est sur les projets qui ont été présentés là, la tour Mmh. des Ouais. 16 niveaux. Comment ils ont été gérés les façades bois? Parce que concrètement, sur des immeubles en bois, c'est ça réglementairement le plus compliqué. Il y a Pour une le ATEX qui a feu, été développée exprès ouais. pour ce projet-là, ouais. Et ils ont été jusqu'à ouais, donc là, ils ont eu les moyens de faire un texte, des Ouais, décès, voilà. tout ça. Ils ont eu les moyens, ouais, Ouais, parce que clairement. Et malheureusement, ce type enfin, de dans projet, le il y a pas purement trop le choix réglementaire, actuellement. Mmh. enfin, nous, on n'est pas capable de valider ça, quoi. Sans ATEX, en ce Ouais, moment, c'est pas possible, ouais. ouais, Mmh, ils ont tout à été fait. jusqu'à faire ils ont fait des essais, ils ont fait les pires et Ils tout ont là, fait ils des ont fait essais, ouais, ouais, ils ah ont pas ouais, fait du pire feu. Ils ont fait des essais au vent, en tout cas, parce que comme il y a ah bah des oui, éléments de ah BFUP, bah oui, tant qu'à c'était faire, oui et le BFU, c'est quoi ça, du coup? C'est le BFUP, c'est du béton fibré haute performance. Donc c'est des éléments de béton, ah ouais, fibrés, accrochés au CLT. ça Et c'est c'est quoi un ATEX?
Les ATEX, en fait, c'est des avis techniques expérimentaux. C'est ce qui permet de faire entrer dans le domaine traditionnel toutes les techniques non traditionnelles, puisqu'à l'heure actuelle, ces façades ossature bois, c'est non traditionnel de base. Donc ça pose des problèmes de validation et d'assurabilité du procédé. Donc du coup, faire un ATEX, ça veut dire, un ATEX donc de cas A, c'est Mm. un avis qui est mandaté auprès du CSTB et qui confirme la traditionnalité du procédé. Mais c'est valable uniquement sur un chantier et à l'heure actuelle, ça vaut, un bras Et Oui. donc ça, ouais, c'est un et vrai frein. ça prend, du temps. Et Donc Mélanie, c'est tu pour nous ça parles. ouais. Pardon, je t'en prie, Julien, je te laisse finir. Ouais, non, je disais, c'est pour ça qu'en général, sur les projets bois, on en fait des très grands parce qu'on a les moyens de se payer ce genre de chantier. Mais après, sur les projets de taille intermédiaire un peu courants, malheureusement, le coût de tous ces essais, il est rédhibitoire, quoi. Parce que je veux Après, il y a, dire, il y a différentes techniques actuellement. ouais, C'est vrai que là, c'est des façades qui sont un peu spéciales, mais par exemple, quand on passe avec de l'enduit extérieur, maintenant, ça devient ouais, souvent accepté. Sur de l'éthique, c'est réalisable sans ATEX généralement. Hmm. après, Et tu nous parlais, Mélanie, de carnet technique qui allait être fait à partir de 2025. Est-ce que ça va comprendre justement la validation de système constructif ou faudra attendre un peu plus? Enfin, voilà, est-ce que tu as des infos là-dessus? Alors, c'est les Eurocodes. Donc, c'est Ouais, les Eurocodes qui sont mis à jour et dont l'Eurocode bois qui va apparaître depuis 2025. Ça, les Eurocodes, ça n'a pas pour but de non. développer ces techniques-là. Donc, c'est pas ça qui vont permettre d'utiliser le bois plus sur ce type de bâtiment. Par contre, ça va donner des codes de construction sur les différents matériaux et les moyens de calcul. C'est sympa. Ok. C'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez des questions? Je vous en prie, hein, soyez pas timide. Le but est Oui, vraiment d'ouvrir, quitte à c'est débattre un peu. Valérie. Je ne Salut. sais pas si tu m'entends. On t'entend Oui. très bien. Merci. Oui, bonjour. J'ai pris en route, alors peut-être que vous l'avez déjà évoqué. Je voulais savoir là sur le CLT, moi je ne connais pas, qui sont les fournisseurs. Est-ce que c'est produit en France? Et ces fournisseurs, ils se fournissent où en bois? Où sont les forêts? Et puis par rapport au process de fabrication, je voulais savoir, est-ce que c'est collé comme du lamellé collé ou bien est-ce que Ouais. c'est une colle Alors, naturelle je vais juste revenir sur. d'études? J'avais entendu parler de ça pour certaines structures bois, mais je sais pas, je connais pas le CLT en fait. Donc, D'accord. Alors, c'est pas des cols naturels, hein. Pour l'instant, on est quand même sur des purs éthane généralement, un peu comme du lamellé collé. C'est ce procédé-là de construction, donc c'est des planches qui font entre 20 et 40 mm d'épaisseur, qui sont collées les unes aux autres dans un sens, puis croisées à 90 degrés, et comme ça jusqu'à entre 3 et 7 plis à peu près sur des dimensions traditionnelles. Donc on arrive à ce type de panneau là sur la droite qu'on voit, avec des plis croisés. oui, ça Euh, j'avais vu, oui, oui, ça voilà, j'avais ouais. pris. Mais c'était la nature de la colle, je voulais savoir. Non, bah, non, c'est pas des cols naturels. Et sur D'accord. les producteurs, alors il y a des producteurs en France, un des producteurs en France qui s'appelle Pifto, par exemple. Mais c'est vrai qu'on importe aussi pas mal. Moi, je fais partie d'une entreprise donc, qui s'appelle Stora Enso. On est un des fournisseurs principaux aussi. Mais nous, on n'a pas d'usine de production en France, mais des usines principalement en Autriche, en Suède, en Finlande et en République tchèque. Donc, c'est D'accord. plutôt à l'échelle européenne. Ok. Et le bois, il est européen? Le bois est européen, tout à fait. D'accord, ok. Merci. De rien. Ouais, c'est vraiment intéressant cette optique de marché actuel. Est-ce qu'on a la capacité de produire l'ensemble? Tu vois, tu disais tout à l'heure que, il y a 50% des JO de l'endroit des JO 24 qui est fait en Mm. bois, dont 50% de bois français. Alors que d'une certaine manière, dans les chiffres qu'on avait vus au tout départ, on a la capacité de pouvoir le faire en 100% bois français à l'état de la filière. Donc est-ce que ça c'est dû au manque d'acteurs locaux, au Mm. manque de moyens de l'extraction, ou pour assurer un équilibre forestier à l'échelle de l'Europe? Enfin, je pose des questions pour ouvrir un petit peu, savoir si tu as la réponse, mais voilà, cadeau. Alors, je n'ai pas toutes les Ouais. réponses, bien entendu, mais c'est aussi une filière qui s'organise. En France, pour l'instant, on n'a pas les moyens, en tout cas, de production de fournir l'ensemble des besoins de la construction bois, surtout avec l'intensification qu'on voit. On est obligé pour l'instant d'importer, mais en fait, ça a été un des enjeux aussi de France Bois 24, donc l'initiative qui s'est créée pour les JO. Ça a été quand même de dynamiser la filière française, de mettre en place des moyens de production, donc essayer de la lancer pour essayer de produire de plus en plus de bois français. Et 50%, je ne sais pas s'ils y sont arrivés, mais en tout cas, c'était un des objectifs qui s'était donné au départ, de se dire qu'on va faire 50% de bois français sur le projet.
Ok, c'est un objectif. Trop bien. Atteint. Félicitations. Je ne sais pas s'il atteint, mais en Ah, tout cas, pas c'est encore bon. l'objectif. Je crois, mais Bon, je peux pas parfait. l'affirmer. Vous êtes déjà à sec de questions? Moi, j'en ai d'autres, mais l'idée, c'est de vous entendre aussi. Et sur le format, hein, c'était vraiment. J'aimerais bien aussi vous entendre sur le format. Plutôt un départ très générique sur des thématiques terre isolation et plus pointu sur l'aspect bois. Voilà, ça, c'est voir si ça vous va, si vous trouvez le format bien ou s'il faut consacrer le focus, si on refait sur des matériaux, focus à 100% sur un seul ou de la sensibilité. Enfin, voilà, un peu vos retours là-dessus peuvent être intéressants. Non, effectivement, ça serait intéressant sur les différentes méthodes au début, avant le focus, d'avoir peut-être des exemples un peu imagés comme ce qui a été fait pour la construction bois pour essayer de se projeter un peu sur leur mise en application et des mises en application aussi récentes, si c'est pas mal utilisé par exemple en rénovation, de voir à quelle échelle, quelles sont les échelles d'application de ces méthodes. Trop bien. Merci beaucoup. Mais sinon, c'est clair, hein, super. Merci. Je t'en prie. Les essais sont diverses, hein, ça dépend des structures. Alors que, bah, aujourd'hui, la terre, par exemple, le pisé, on a l'industriel hein, dans la région. J'ai oublié son nom. Littéralement, construction Pisero, Nouillon, je sais plus. Euh, qui fait des écoles, qui fait du tertiaire. Donc, le pisé, on l'a. On sait faire des choses très bien. Et parce qu'on a une technologie beaucoup plus de recul. Après, sur les autres, on est quand même plus sur ouais, surtout sur tout ce qui est torchillement, on est quand même plus sur des choses en rénovation ou par des passionnés par l'écologie. Il y a beaucoup d'autoconstruction aussi qui est liée à ces émones-là, qui poussent un peu aussi la recherche là-dessus, hein. Avant de l'industrialisation, faut tester ça sur des petits machins et c'est souvent des passionnés. Il y a même le nom, je sais pas, Mélanie, si tu t'en souviens, mais une asso qui travaille notamment en collaboration avec l'INSA. Je sais plus si tu l'as. Amako. Ah, Mako, merci. Donc, voilà, il y a plein de gens qui bossent dessus et qui essaient de faire avancer. Hum, pour les isolants biosourcés, par contre, c'est très abouti. Et ça s'applique à n'importe quelle échelle. L'idée, c'est simplement, on a pareil, hein, on achète chez un fournisseur, donc très implanté dans la région, tu as Biofib qui fait un mix assez utilisé en chanvre, lin, coton, si je dis pas de conneries. Pardon, langage. Et donc, pareil, tu as tes caractéristiques, tu as tes prix au mètre carré, tu commandes tes palettes, tu les poses de manière pseudo-classique, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu permets aussi, même dans la méthodologie de pose, de passer par des artisans dits traditionnels, alors que tu as des choses où c'est vraiment des artisans dits spécialisés pour la pose. Donc, sur l'isolation, c'est beaucoup plus abouti qu'effectivement que sur la terre, ou tout du moins au sens global. Voilà. Je reviens sur le Peut-être, bois. Je ne sais pas si vous pardon. m'entendez. Ouais, je reviens sur le bois et notamment l'image que tu nous montres, Mélanie, sur la position des pompiers par rapport à tout ce volume bois dans du logement. Est-ce qu'il reste apparent? Est-ce qu'il y a des vernis intumescents? Parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Bah, oui, tout à fait. Et c'est ce que je disais, c'est qu'actuellement, il y a des réglementations qui sont en cours et donc ça fait débat au sein de la filière. C'est vraiment des sujets actuels. Quand on a du bois apparent, par exemple, sur ce type de bâtiment, alors la tour, là, celle-ci, je pense qu'il n'y aura aucun bois apparent parce qu'on est vraiment sur des hauteurs trop importantes. Généralement, là, on parle plus pour des bâtiments entre 8 et 28 mètres, donc sur des catégories d'habitation, par exemple, de troisième famille. Quand on a du bois apparent, c'est toujours avec de la peinture intumescente. Donc ça retarde le feu. Enfin, c'est pour la réaction au feu, mais c'est pas pour la résistance au feu des matériaux. Mais la tendance qu'il y a quand même actuellement, c'est de limiter le bois visible. Donc ça va dépendre de l'utilisation des bâtiments. Sur du logement, il y a eu des doctrines, pas mal de, comment dire, de statuts qui ont été faits ces 2 dernières années sur ça. On va de plus en plus interdire le bois visible en habitation et en ERP, donc en établissement recevant du public. Ça va être de plus en plus difficile à justifier. Sur les bureaux, ça va être un peu différemment. A priori, on va quand même pouvoir garder une part de bois visible, mais ça va être à étudier de plus en plus avec des stratégies vraiment de sécurisation incendie globale à l'échelle du bâtiment. Mais ça veut dire, par exemple, que sur le bâtiment Albizia, là, on est Mhm. systématiquement en faux plafond placo, en doublage placo. Choqué ou alors avec des plaques de plâtre. Ouais, Ouais. tout à fait.
C'est Ouais. dommage, ça pose une question sur le surcoût inhérent à rajouter un artifice non Ouais, nécessaire, tu vois, d'une mais certaine manière. je confirme que les pompiers sont très frileux là-dessus Mm. et nous, on a des infos, des modifications réglementaires qui arrivent et qui vont justement renforcer les exigences sur tout ce qui est bois, par exemple. Ouais, Moi, parce qu'il y a eu quelques sinistres, je j'ai vu des crois. projets de nouveaux arrêtés, ça va pas Mm. simplifier les choses, Non, ça va être loin de là. compliqué. Mm. Donc, l'intérêt, enfin, sur la structuration d'une filiale, etc., ça va être compliqué parce que c'était ce qui était mis un peu en avant aussi quand on Ouais, avait un surcoût, mais qui permettait de garder une esthétique qui était plutôt chaleureuse et qui évitait d'avoir à rajouter quelque chose. Or là, en fait, on s'aperçoit que ouais. euh, Ah, pour des Mm. raisons de sécurité, ou je ne sais pas, on va complètement mais, euh, je enfin, pense on que va utiliser le bois comme on utilisait un béton, c'est-à-dire qui va être recouvert bah, systématiquement par quelque chose. Mm. je pense que le législateur a peur d'un gros sinistre sur un gros bâtiment mal maîtrisé et que ça fait peur à tout le monde, donc du coup, ils vont se couvrir au maximum. C'est ça. Parce que concrètement, quand on parle d'immeubles à R+16, etc., je pense que personne n'a envie qu'il y ait un gros pépin, quoi. Donc, Clairement, c'est des vraies problématiques. Euh, mais bon, il y avait une notion aussi de favoriser l'accès à ce genre de filiales un peu plus respectueuses de l'environnement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas euh, des faut, Il y a- il y a un arbitrage à faire, Ouais, ouais, qui est compliqué. Je mais n'ai pas la c'est en train solution, de hein, mais je s'organiser. le pose des problème, Ouais. c'est questions. que la sécurité incendie, voilà, Ah c'est ben, on est malheureusement, intransigeant en France là-dessus, c'est vrai. ouais, ben, À juste enfin, titre. bref, il y a, À juste titre. pour en parler pendant des heures, mais disons que ouais, l'idée c'est ça. Et puis le problème, c'est que nos ministres et nous sont de plus en plus mis en responsabilité dès qu'il y a un problème. Donc il y en a pas un qui prendra le risque de simplifier la réglementation. Hmm. Mm. Parce qu'au moins de problème, c'est voilà, c'est le responsable qui sera engagé, donc il y a personne qui signera cet arrêté. Hmm. Ouais. D'ailleurs, c'est pour cela que tu as le. Je reviens au projet de bureau. Tu disais que les blocs sanitaires étaient en béton. C'est pour faire les EAS en fait, ou pour les degrés coup-feu. Pour les circulations verticales, ouais, généralement, dans tous les cas, ouais, actuellement, là, on reste là-dessus, on reste sur les circulations verticales en béton pour tout à fait pour Ok. faire des EAS, pour faire des voies sanctuarisées. Hmm. Les blocs sanitaires, c'est un peu différent, c'est plus pour gérer les problématiques d'humidité, de chape et plein de détails un peu plus difficiles quand on a des locaux humides sur du Ouais. bois. En fait, Ok. quand on fait des immeubles en construction ou des immeubles de gratte-ciel aux États-Unis, c'est le même principe. On fait des noyaux béton qui font Hmm. la rigidité, etc. Et tout le tour, c'était que du métal. Donc, Mm. enfin, je veux dire, on n'a rien inventé, quoi. Non. Non. Donc, ça Ah fait un bah. noyau qui rigidifie, qui contrevente. Et après, tout le tour, au final, je vais pas dire c'est que du remplissage, mais pas loin, quoi. Ouais. J'aime beaucoup quand tu dis qu'on n'a rien inventé parce que c'est littéralement cette phrase, si on peut le dire, qui a l'essence de la transition, tout du moins d'éco-construction, où on revient vers des méthodologies qu'on savait, hein, qu'on savait maîtriser. Piser, ça c'est ancestral, la terre c'est ancestral, les ordures naturelles, tous ces éléments, le bois typiquement, et on en revient avec des outils et des méthodologies modernes pour justement pallier un peu à, bah, de toute façon, on a été poussé en fait tout simplement par une facilité des matériaux. Et donc revenir aujourd'hui à ce sens implique de réapprendre certains principes qui sont très intéressants, je trouve. Cool. Une question? Oh, Si, une petite voilà, dernière, là, une parfait. petite question. Bah, Oui, allez-y, lâchez-vous, on débat. sur le bois et l'eau, puisque, OK, il faut faire attention pendant la construction, mais Ouais, après, pendant la vie de l'immeuble. ouais. Un immeuble, sa vie, il y a toujours des fuites, des sinistres. Enfin, comment ça réagit aujourd'hui? Alors, comme on a des cônes, on est sur voilà, le CLT, par exemple, les cols font qu'on limite les dilatations du bois avec l'eau, enfin, les mouvements, ou non? Ça se passe comment, en fait? Ben, c'est vrai que le CLT, c'est un des avantages de ce matériau-là, vu que c'est croisé, en fait, ça répartit mieux les dilatations et les rétractions dans les deux directions. Donc, c'est aussi pour ça que c'est pas mal utilisé actuellement. Ça permet d'avoir beaucoup moins de variations dimensionnelles dues aux variations hygrométriques. Mais sinon, c'est des choses qui sont prises en compte, hein, c'est des choses qui sont calculées dès la conception, où on va calculer de combien une poutre lamellée-collée va pouvoir se dilater ou se rétracter. Et ça va être particulièrement important au niveau des façades, Hmm. suivant l'hygrométrie du bâtiment. C'est-à-dire il y a des jeux, en fait, il y a des pièces qui permettent à la poutre ou au plancher de Ouais, dilater de 5 tout à centimètres, fait. par exemple, sans que ça vienne pousser la façade. Ouais, ouais, tout à Ok. fait. C'est pris en compte à la conception. Donc c'est des patins, c'est posé sur patins coulissants, un truc comme ça.
C'est des patins, je sais pas, mais en tout cas, il y a des. Enfin, c'est plus au niveau. En fait, ce qui va poser problème, c'est au niveau de l'accroche des façades, hein, principalement, ou des menuiseries. Donc là, c'est vrai qu'on va, ouais, on va avoir des choses qui sont prévues au niveau de ces accroches. Disons qu'on a quelques retours d'expérience qui permettent de savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Ouais. Voilà. Pour, Ouais. Il y a une notion d'essai, ouais, d'expérimentation dans tout voilà, ça qui est importante. Mais c'est bien, voilà. ça pousse à l'innovation, une autre type Donc, d'innovation par voilà, c'est. l'expérimentation, mais qui est intéressante. Mais après, Mm. par contre, je sentais la question du maître d'ouvrage sur l'entretien des bâtiments. Clairement, il y a un sujet, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'un bâtiment vive et qu'on apprenne en France à entretenir le patrimoine bâti. Parce qu'à l'heure Mm. actuelle, on ne sait pas faire, hein, On sait et pas il va faire, c'est vrai falloir qu'on le se voile un peu budgéter. les yeux. Quand tu Et vois, surtout, on ne le budgète pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez un bâtiment, bah, il y a l'entretien, quoi, hein. hmm. Bah après, il y a une notion de, comment dire, Comme une c'est voiture, des hein. sujets compliqués. Pour prendre des bâtiments qui aujourd'hui souffrent un peu, à Lyon, tu as tout ce qui est Croix-Rousse, hein. Des fois, tu peux avoir des vieux planchers bois, des éléments où Hein. faut un peu fermer les yeux. Et donc, toutes ces questions d'entre liens sont délicates à aborder dans la mesure où c'est de la responsabilité du copro, est-ce qu'il y a une responsabilité Ben, le derrière. Enfin, c'est, problème, c'est que c'est jamais budgété. ouais, C'est-à-dire ah que, c'est-à-dire bah, que sur une copropriété, tout le monde devrait savoir qu'il y a 2% du prix du logement à mettre en place chaque année dans les charges de copro, mais personne ne le fait. Donc, le cœur du sujet est là, hein. ouais, problème de fric, souvent. Voilà, C'est souvent le problème. 90% du temps. Ouais. Ça, et puis au fait qu'on pense pas forcément aux vraies fins de vie des bâtiments, tu vois. Ça, c'est des vrais sujets. Alors ça amène d'autres éléments qui touchent au remploi, les démontabilités des bâtiments, à l'entretien, ou c'est vachement intéressant. Et le BIM pousse un peu là-dessus, c'est de se dire, faut construire des bâtiments en ayant la vision de son exploitation, de minimiser l'impact de l'exploitation, mais aussi de prévoir dès la conception la fin de vie des bâtiments. Chose qu'on n'a pas fait, enfin, sauf à ma connaissance, pas fait depuis un bon moment. Et qui, je sais pas si aujourd'hui ça se fait encore sur les grands bâtiments, je n'y suis point. Donc, des petites questions comme ça à se poser aussi. Ok. D'autres questions? Oui, une autre Parfait. question, toujours de maître d'ouvrage. En termes d'approvisionnement, de délai, enfin bon, voilà, on a parlé du coût, mais demain, on décide de partir sur un projet structure bois. Euh, Comment ça marche? Il y a de la enfin, c'est quoi le délai? Puisque comme il y a une grosse partie de préfabrication, c'est sur un chantier qui dure, je sais pas, moi, 14 mois, en structure béton. Quand on bascule en structure bois, ça devient quoi la durée d'un chantier? Je ne saurais pas vous répondre aussi précisément. Après, c'est pas les mêmes vies de conception aussi. C'est-à-dire qu'il Mmh. va y avoir beaucoup plus de conception en amont pour un Ouais. chantier bois, puisqu'il va falloir, là pour le coup, il faut vraiment en prévoir d'un point de vue maître d'ouvrage, il faut prévoir un temps de conception beaucoup plus long pour un chantier béton parce que tout doit être prévu à l'avance. Donc, je pense que les temps sont répartis un peu différemment. Après, la construction bois en chantier monte très vite. Et une fois que le chantier est commencé en bois, c'est même plus rapide que du béton. C'est vraiment des cadences assez rapides. Donc, je pense que c'est plus une question de répartition différente de projets. Ouais, je confirme. Je confirme. C'est beaucoup plus d'études et beaucoup moins sur chantier. Par contre, beaucoup plus d'études, beaucoup plus Ouais. d'études, quoi. Et surtout, de la préparation de chantier avant. Moi, je vois sur un cas là d'un chantier que j'ai suivi, un peu atypique au pic du Midi là, où on a surélevé des bâtiments pour l'observatoire. En fait, tout avait été préfabriqué en atelier sur site en bas et les pans de mur, on les a amenés en hélico et du coup, en fait, le montage en lui-même Ah ouais, a quoi. pris 10 fois moins de temps. En même temps, au pic du Midi, on est obligé, quoi. Mmh. Ouais, c'est pas faux. OK, top. Et Il y a eu un Et, AI. et sur la disponibilité du coup, parce que pareil, on entend beaucoup de choses. Enfin, c'est aujourd'hui, donc on voit qu'il y a un volume, il y a de la ressource. Et je sais pas, j'entendais par exemple sur quelqu'un qui avait besoin de laine biosourcée, un délai de 9 mois d'attente, enfin ce genre de choses. Ouf. Est-ce que ouais, alors du coup, fake, enfin voilà, c'est quoi là-dessus? c'est 9 mois, c'est beaucoup, hein. Moi, je j'ai pas entendu parler de ça, moi, c'est j'ai envie de dire que le bois, c'est pas pire que le reste. C'est-à-dire qu'en ce ouais, moment, les délais sur chantier, quel que exactement. soit le matériau, c'est des délais débiles mental, donc c'est pas pire avec du bois qu'avec autre chose. Mmh. Il y a aussi un vrai raisonnement à avoir là-dessus, c'est-à-dire qu'on passe d'un modèle où on était une seule solution, une seule technique, qu'on mettait de partout, à il y a plein d'autres choses vers laquelle il faut s'ouvrir. Donc peut-être que quand on
je prends l'exemple du fibre. Quand on cherche un panneau d'isolation biosourcé, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai comme fournisseurs locaux? Qu'est-ce qu'ils ont en dispo par rapport au volume dont j'ai besoin? Donc ça rajoute une réflexion additionnelle, je l'entends, mais ça va aussi dans cette démarche-là. Donc, mais non, aujourd'hui, constater, tout du moins à l'échelle des relativement modeste des projets que je fais, il y a pas de on est moins courant que sur l'isolation carrément, mais il y a le dispo et ça se fait très, très bien. Après, Hem, plus on vise les fournisseurs locaux, plus on est contraint par les délais, quoi, hein. Parce que Carrément. parce que parce que plus on enfin voilà, moi j'ai des chantiers, beaucoup de chantiers en BTC, donc briques de terre crue. Heu, Trop bien. ouais, j'en ai beaucoup, mais concrètement, c'est au début du chantier, la date de livraison de la brique qui conditionne le démarrage du chantier, quoi. Ah bah, oui, oui, faut le temps de sécher, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est vrai, c'est des vraies problématiques. C'est des problématiques. Alors problématique ou pas, hein, c'est de se dire, bah, anticipons peut-être un peu plus, étant moins dans l'immédiateté. C'est des vrais débats à avoir qu'aujourd'hui, commencent à arriver, très intéressant. On a très rapidement, là, on a parlé du hors-site juste avant, de l'industrialisation. Ça monte très, très vite. OK, il y a beaucoup, beaucoup d'études avant, mais les avantages, ils sont aussi multiples. Quand tu peux te permettre de pas avoir un chantier qui te détruit, au kilomètre carré à la ronde, la terre, le confort des habitants, les circulations, c'est quand même pas mal. Quand tu peux avoir des ouvriers qui soient dans un environnement sécurisé, au chaud, au froid, sans subir les intempéries en termes de confort aussi, même humain, hein, aujourd'hui, on va les faire bosser 2 ans de plus, trouvez-moi un maçon qui tient jusque-là, ça n'existe pas. Donc il y a ces vraies problématiques sociales qui sont liées aussi, à des vecteurs d'amélioration. Donc voilà, il y a on a tendance et c'est normal, c'est ça qui nous régit nos activités, à raisonner en mode, économique pur, économique délai, hein, coût, qualité, délai, c'est tout mais il y a autre chose derrière. Bah, il y a l'écologie, hein, le numéro un. L'existence de ce groupe, c'est un peu ça à la base, enfin, personnellement, et derrière les gens, la main-d'œuvre, comment on évolue là-dedans, c'est des vraies questions et qui apportent encore une fois, des avantages à ces solutions-là. Voilà, petite parenthèse, pardon. Cool. Vous avez d'autres questions? J'ai entendu une mouche voler là. Mhm. OK, OK. Est-ce que j'en ai Si, j'ai une question. yes. Par rapport au label Bois des Alpes ou Bois de Chartreuse, qu'on voit régulièrement, surtout en Rhône-Alpes, qu'en est-il de la disponibilité du bois et voilà, un avis. Je connais pas assez, moi. Non plus, je suis en région parisienne, je saurais pas vous dire sur ça. Je sais pas si quelqu'un d'autre peut répondre. Moi, j'ai pas eu de soucis sur du petit chantier, sur la construction, mais pas à la grosse échelle. C'est là où il me manque, ce retrait-là. Donc voilà, botte en touche. Je Tant sais pis, pas. ce sera pour une autre fois. Ouais, t'as eu un sujet? Tu penses à un cas particulier? Non, j'ai Tu pas de cas entendu? particulier. Enfin, c'est assez régulièrement qu'on a des maîtres d'ouvrage D'accord. qui ont cette volonté-là et qui finalement sont difficiles à faire aboutir. Surtout, alors Bois des Alpes à peu près, Bois de Chartreuse, il semblerait qu'en fait il faut connaître le- Ouais, les comme champignon, entreprises faut connaître locales le et coin. puis réserver son bois à l'avance, etc. Ah bah ça, ouais. Donc voilà, c'était pour. Donc en marché public, c'est vite compliqué. C'était pour savoir si d'autres personnes avaient des OK. retours sur ces sujets. Et bah, ça pourrait être super intéressant de se trouver un maître d'ouvrage, j'essaierai d'en trouver un, dans la lumière qui a essayé ou qui a fait et qui puisse témoigner de la différence des 2, ouais. C'est une bonne remarque, merci. De rien. OK. Ah oui, c'est des labels de provenance, ça, c'est des labels de provenance vis-à-vis de forêts locales. Il y a toujours ce mix de ratios à faire entre, d'où vient le matériau et quel impact ça fait diminuer. C'est sûr que si c'est pour mettre du bois qui a fait 3 fois le tour de la terre, c'est pas forcément bien. À ce moment-là, vaut peut-être mieux prendre la cimenterie juste à côté, tu vois? C'est aussi, enfin, je tire les caractères L'impact au maximum, transport mais n'est pas très important par rapport à l'impact global du matériau quand même. Donc hem, souvent, le transport, c'est pas forcément là où on OK, a les 2 pieds majeurs, ouais. il faudra que je regarde pour ça. OK, Mmh. cool. Bon, bah, alors comme quoi, peut-être pas aller voir la forêt juste à côté, on peut se permettre potentiellement d'aller un peu plus loin. À voir, à méditer. Toujours meilleur du local, hein. Ouais, voilà, non mais ça toujours Mmh. dans le raisonnement. OK. Mmh.
Encore une ou deux questions. Il nous reste 10 minutes. Moi, j'aimerais bien un petit retour sur le format. Vraiment, si ça vous a plu, si vous avez vraiment des choses à perfectibles. J'ai entendu vraiment de mettre plus d'images, c'est vrai, carrément. Je voulais pas faire 50 slides et aller assez vite pour vraiment laisser le temps à la parole au bois pour pas décevoir ceux qui venaient pour avoir du cas pratique un peu plus technique. Mais voilà, tout est bon à prendre. Et puis sinon, tout va bien. Bon, bah, c'est que vous avez faim ou soif, je ne sais point. Ok. Une dernière question pour conclure, une dernière remarque ou on vous salue? Très bien, je prends le silence comme un chantel. Quoi qu'il en soit, merci à tous vraiment d'avoir été là. C'est toujours plaisant pouvoir avoir ces petits échanges. Merci beaucoup à Mélanie d'avoir pris ce temps de me présenter ton métier, d'aller plus en détail sur l'élément bois. Très rapidement, je vais essayer moi un peu de densifier les présentations, essayer d'en faire tous les 3-4 mois sur des thématiques diverses. Comme vous savez, je suis toujours à la recherche de gens qui veulent, donc Mélanie est là, moi c'est un grand plaisir, de gens qui veulent partager un domaine d'expertise, pointu ou non, hein, partager une expérience. La thématique de l'éco-construction est extrêmement large, comme vous avez pu le voir. Donc, partager une filiale, partager des enjeux, partager des choses, c'est toujours bien. Et je vais essayer de voir aussi pour organiser quelque chose en rencontre, pour faire un truc un peu plus sympa pour ces beaux jours. Alors, rapidement à la fin de l'année, peut-être pas, mais à la rentrée. Donc voilà, écoutez, Peut-être sur les merci. volontés des prochaines rencontres, du coup? Si des gens ont déjà des sujets à proposer ou des envies? Ah ouais, s'il y a des sujets qui vous travaillent, est-ce que vous avez des idées, des choses? Alors après, Après le biosourcé, le deuxième truc à la mode qu'on voit partout, c'est le réemploi des matériaux, quoi. ouais, réemploi, c'est un sujet Mmh. aussi. Ça, c'est la grande mode. Enfin, je dis pas ça méchamment, mais c'est vraiment le truc qui pousse très fort en ce moment, quoi. Et ça se développe beaucoup. Enfin, dans notre région, là, il Ouais y a quelques et bons acteurs qui sont là. OK. et Et j'ai des gens là-dessus. Bonne idée. Top. voilà. J'avais N'hésite réemploi, j'avais pensé à la construction hors site. On va parler rapidement. Qu'est-ce que je m'étais noté? À me prendre. Si vous avez des idées, c'est toujours bien, hein, mais après, c'est de quoi vous avez envie de parler. Et puis, de toute façon, on vous teasera, vous aurez des choses. Pas de problème. Réemploi, économie circulaire. Ah, pas mal. Après, il y a des sujets, des logiques un peu plus macro. Je sais pas si c'est des choses qui vous intéresseraient. Typiquement, quand on parle de sobriété, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'organise à l'échelle de territoire, à l'échelle nationale? Heu, Ce genre de sujet un peu plus débat, est-ce que ça pourrait en intéresser certains ou on est plus, vraiment typologie ingénierie à prise de connaissance? Je sais pas ce que vous en pensez? ouais, pourquoi pas, hein. Ça changerait du technique, hein, mais Mmh. c'est Ah plus, ouais. plus de la réflexion, c'est de la philosophie, quoi, après. Enfin, Ouais, On va finir sur du technique. on va finir sur le technique, ça c'est sûr, mais ouais, c'est bien. voilà. Oui, mais justement, l'idée c'est peut-être de l'agrémenter, parce qu'on se veut quand même ingénieur humaniste chez nous, donc vis-à-vis des problématiques, on a des petites choses à dire, je pense. Donc bon, OK, Ah bah, on reste ouvert quoi, c'est bien, top. non, mais je vois. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être dans une boîte qui, justement, prend un petit peu l'économie non violente, tout ça, donc c'est vrai que c'est des concepts auxquels, Ah effectivement, marrant. c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est Ça vrai que c'est un bon concept, hein. ouais, à la mettre à la boîte. OK, très bien. Bah, ça, c'est top. OK, bah, je vais vous préparer un petit melting pot et puis de toute façon, je vous mettrai à contribution comme j'ai fait avec un mail avec plusieurs choix, vous choisissez et voilà, c'est bien ça, j'ai bien aimé. Vous êtes pas mal, vous êtes manifestés en plus, donc je sais que j'ai des appels à passer, c'était agréable, merci. Et puis, ouais, essayez de condenser un peu plus l'élément. On est, petite question rapide, vous êtes majoritairement de la région lyonnaise ou il y a un peu de tout? Toulouse. Toulouse, parfait, donc c'est trop bien. Et bah, alors Ouais. Moi, je suis le on côté Pyrénées, mais je pense que je me suis greffé sur la salle humide de Lyon. Moi, je suis né à Toulouse, mais je pense pas que ce soit un OK. problème. Non, non, ça n'en est pas. Au contraire, justement, on a essayé d'ouvrir le groupe vraiment au national pour que Ouais. c'est très bien qu'on soit ouvert au national, mais du coup, c'est plus pour si on fait du format rencontre, autant peut-être que voilà, réfléchir à pas délaisser la visio. Au contraire, si on fait de la rencontre, Ouais, vraiment là, être essentiellement sur du national, et puis si on fait de la rencontre, voire format after work ou autre pour discuter de certains sujets. Mais très bien, voilà. Vichy, Saint-Strasbourg, sur Lyon. Ok, trop bien. Il y a un peu de tout. Bon bah très bien, bah, c'est bien. Donc national, ça fait plaisir. Et bah coucou de là où vous êtes, j'espère qu'il fait beau, pas trop chaud, Paris, on est bien, voilà. Vous êtes bien. Écoutez, non, bah, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. Très sympa. Et puis, ouais, comme je vous ai dit, là, on est en début juin.
Tout le monde va être en vacances en août. Je vais essayer, j'enverrai un sondage, voir s'il y en a début août ou fin août ou début septembre, voir un peu comment vous êtes là et sur les sujets. Mais réemploi, ouais, réemploi c'est bien. Les labels aussi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de labels. Enfin bon, voilà, on aura de quoi s'amuser. Ok. Merci tout le monde, encore une fois, merci Mélanie. Trop cool. Très Merci à intéressé toi. par réemploi. Ok. Merci à vous. Et puis, Merci bonne soirée bien. à tous. À très bientôt. Au revoir à tout le monde. Merci à tous. Bon bah merci beaucoup Mélanie. Très bien. De toute façon, on reste en contact. Si ça t'intéresse de m'aider à co-organiser 2-3 trucs là, ça peut être Ouais, bien. tout à fait. Tout à Ouais. fait. Réemploi, j'ai vu qu'il y a quelques demandes quand même. C'est bien. Oui, je pense que c'est un sujet Moi, je intéressant. connais Ouais. bien les acteurs du coin. En plus, on peut faire des trucs trop bien. Ok. Eh bah Le cool. secteur du remploi. Ouais. Je connais. Il y avait une startup qui s'était fondée à peu près en même temps que nous, avec qui on a évolué. Et puis t'en as plein. T'as différentes tailles. Et ce serait cool. J'ai plein de questions pour ce Mm. secteur-là. On peut s'éclater là. Ouais, Ok. tout à fait. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils sont un peu en manque de dons, quoi, de fournitures, mais Ouais. j'espère que ça va se développer dans les prochains temps. Ouais. Bah, aujourd'hui, ce qui pousse un peu le secteur du réemploi, c'est l'audit de démol et de réemploi. C'est-à-dire que c'est les gros qui vont démolir des bâtiments ou faire des éléments, et pour justifier un peu la démarche, ils font de l'audit de réemploi, et ils récupèrent, et après ils essaient de refaire des petits trucs. Pas simple. Et puis, tu as la déclassification aussi qui est compliquée. C'est-à-dire que je prends un exemple tout con, je prends un parquet avec un classement UPEC, je le prends pour le faire du réemploi, il est déclassé. Donc, il peut pas être réutilisé sur un même classement UPEC. Ah, dommage. Donc voilà, c'est des petits. Ouais. T'as Bon, bah, pensé à arrêter l'enregistrement? Non, peut-être pas. non. Oups.